il y a une deuxième représentation qu'on utilise, ce sont les listes d'adjacence. Son avantage, bien l'idée qui se cache derrière cette représentation, c'est qu'on ne représente que les arcs existants. Il y a 6 arcs, on représente que les arcs, et ce n'est pas la peine de réserver de l'espace mémoire pour des arcs qui n'existent pas. Donc voici la représentation sous forme de liste. Donc là, on va tout simplement représenter que les successeurs des sommets. Donc là, j'ai le sommet, j'ai oublié de mettre les sommets ici, bon, c'est le sommet 1, bien x1. En fait là, les sommets sont alphanumériques, mais généralement, on peut créer une table de correspondance pour remplacer les sommets alphanumériques en des sommets numériques. Donc là, je vais supposer que x1, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le sommet x2 possède deux successeurs qui sont x1 et x3. Donc on ne stocke que les successeurs. En stockant les successeurs, vous êtes en train en fait de stocker tout simplement les arcs. Vous pouvez aussi voir que ici on a nul, ça veut dire que le sommet 1 et le sommet 5 n'ont pas de successeurs. Donc si on compte le nombre de cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va tout simplement retrouver le nombre d'arcs. Donc vous voyez bien que grâce à cette représentation, on ne représente que les arcs existants. Alors cette représentation, vous pouvez la voir dans le module théorie des graphes, c'est l'écriture Berge, lorsque vous avez étudié la représentation en dictionnaire, où on stocke que les successeurs ou bien les prédécesseurs. Donc là, on a stocké les successeurs, on aurait pu faire avec les prédécesseurs, c'est kiff kiff. Donc cette représentation, en fait, c'est les listes chaînées. Nous avons une autre représentation qui est contiguë, qui utilise que les tableaux. Alors voici son principe. On va prendre la liste des successeurs, par exemple ici nous avons 1, 3, et on les met dans un tableau au lieu de les mettre dans une liste chaînée. Ensuite je vais prendre les successeurs du sommet 3, il a deux successeurs, lui-même et le 4. Donc on va prendre 3 et 4 et les mettre dans un autre tableau. Ensuite on va prendre les successeurs du sommet 4, qui sont le 3 et le 5, et on les met dans un autre tableau. Ensuite, tous ces tableaux-là, ces trois tableaux-là, on les rassemble dans un seul tableau qu'on va appeler successeur. Sauf que ici, j'ai donc les successeurs de 2, ici les successeurs de 3, et ici les successeurs de 4. Et vous voyez bien qu'en stockant les successeurs, vous êtes en train de stocker en même temps tous les arcs. Donc rappelez-vous de ça, la somme des successeurs, lorsqu'on additionne tous les successeurs, ici 2, 2, on additionne ce qu'on appelle les demi-degrés extérieurs, vous allez trouver le nombre d'arcs. Maintenant, pour pouvoir se retrouver, on va ajouter un autre tableau qu'on va appeler tête. C'est un petit peu ce tableau-là. Et on va mettre tout simplement les indices. Donc là, j'ai mis 1 pour dire que les successeurs du sommet x2 commencent à partir de 1, de l'indice 1. Donc ça, c'est un sommet, ça, c'est un indice. Ici, c'est le contraire. Ça, c'est un indice et ça, c'est les sommets. Donc, à partir de cet indice-là que je vais trouver, je vais me déplacer ici et je vais retrouver les successeurs de 2. Les successeurs de 3 se trouvent à partir de la case 3. Donc, je me déplace ici et donc je vais retrouver les successeurs du sommet 3. Les successeurs de 4 se trouvent à partir de la case 5. Donc, je me déplace à 5 et je trouve les successeurs de 5. Ok, maintenant vous êtes en train de voir une case bizarre, alors que nous avons que 5 sommets. Pourquoi ajouter une autre? En fait, on va ajouter une case n plus 1, c'est-à-dire si vous avez n sommets, donc vous allez ajouter une n plus 1e case, une 6e case, et vous allez mettre dans cette case-là 1 plus 1. Alors pourquoi faire ceci? Je vais l'expliquer juste après. Mais pour le moment, revenons comment trouver les successeurs d'un sommet. Donc là, lorsque je vois cet indice-là, je me déplace et je trouve directement juste un sommet. Mais ensuite, je vais me déplacer à droite et je dois m'arrêter à ce niveau-là. Comment s'arrêter? Je vais utiliser cet indice-là. Donc je vais prendre cet indice-là et je vais lui retrancher 1 pour savoir dans quelle place je vais me déplacer. Je vais expliquer d'une autre manière. Si par exemple, je veux connaître qui sont les successeurs du sommet 3. Donc je prends l'indice 3, je me déplace ici, et je vais me déplacer. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais prendre cet indice-là, 5, et je vais lui retrancher 1, et comme ça je peux savoir qu'il faut s'arrêter ici.
Donc c'est pour cette raison en fait qu'on va ajouter cette case supplémentaire. On va le voir par la suite. Maintenant pour ces cases vides, je rappelle que le sommet 1 et le sommet 5 n'ont pas de successeur. Donc ici on a mis nul. Alors est-ce qu'on met -1? Ah ben, ici, pour la même raison, parce que ici en fait nous avons pris un risque, nous avons rassemblé toutes ces listes ou tous ces successeurs en un seul tableau. Donc l'algorithme de recherche des successeurs va devenir un peu difficile. Là c'est très simple, on pointe ici et on se déplace pour trouver les successeurs. Mais là ils sont mélangés dans un seul tableau. Donc pour cette raison, voici ce que vous allez faire. Vous traitez donc les successeurs qui ont, plutôt les sommets qui ont des successeurs de cette manière-là. Ensuite, vous ajoutez une case n plus 1 et vous mettez à l'intérieur 1 plus 1. Et ensuite, vous passez à tous les sommets qui ne contiennent pas, bien qui n'ont pas de successeur. Vous allez prendre la valeur qui le suit et vous allez la dupliquer. Donc là, on va mettre 1 et ici, on va mettre 7. Donc tout sommet qui n'a pas de successeur, on ne met pas -1, on ne met pas nul. On prend la valeur du sommet qui le suit. Et vous allez vite comprendre pourquoi on fait ceci. Donc voici la représentation de notre graphe. Bien sûr, celui-là. Ok, maintenant, pourquoi on fait ceci? Ben, vous allez voir que l'algorithme qu'on va utiliser pour trouver les successeurs d'un sommet qui en a va être le même que pour celui des sommets qui en ont pas. Donc là, lorsque je vais chercher par exemple les successeurs de 1, je vais faire une boucle de 1 jusqu'à 1 moins 0, moins 1. Donc ça va être de 1 jusqu'à 0, l'ordinateur ne va rien faire. Ici, je vais faire une boucle de 1 vers 3 moins 2, de 1 vers 2, pour parcourir cet espace-là. Ici, je vais faire une boucle de 3 jusqu'à 5 moins 1 pour parcourir cet espace-là. Et ici, je vais faire une boucle de 5 jusqu'à 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Et donc, là, je vais aller jusque là. Et là, je vais faire une boucle de 7 jusqu'à 7 moins 1. Et donc, je ne vais rien faire puisque c'est une boucle, on va dire, contradictoire. Donc, vous voyez que en suivant cette méthode-là, vous allez tout simplement garder le même algorithme de recherche des successeurs. Ok, maintenant si le graphe est évalué, bon ici on n'a qu'ajouter une case ici à côté pour mettre le poids, même si ici le 1 représente le successeur, mais n'oubliez pas que cette case-là représente aussi l'arc de 1, c'est-à-dire cet arc-là. Donc là on ajoute une case et on met le poids juste à côté. Pour les listes contiguës, il faut tout simplement ajouter un autre tableau et pour chaque correspondance vous mettez le poids. Ici en fait c'est quel arc? C'est l'arc 2, voici le sommet, 2 et voici l'autre sommet, le successeur. Donc ça c'est l'arc 2, 1, donc je mets le poids 2 ici. Ça c'est l'arc 2, 3, celui-là, donc je mets 5 et ainsi de suite.